Et on en vient à présent à notre grand format sur le Maroc, nouvel Eldorado des investisseurs français. Vous allez voir dans un instant comment de plus en plus de nos compatriotes implantent leurs entreprises entre Agadir et Tanger. Mais d'abord, souvenez-vous de ces images. C'était il y a quelques jours, ces producteurs de tomates françaises en colère contre la concurrence des tomates marocaines. Et effectivement, ils s'en vendent des milliers de tonnes en France chaque année, des tomates cerises à 99 centimes, beaucoup moins cher que les françaises. Une entreprise franco-marocaine qui détient ce juteux business de la tomate low cost a accepté de nous ouvrir ses portes. Reportage au Maroc, Benjamin Delombre, Chloé Cormery. À quelques kilomètres au sud d'Agadir, ces terres où l'on croise des troupeaux de dromadaires sont parmi les plus arides du Maroc. Nous roulons pourtant au cœur de l'un des plus grands potagers du monde. Sous ces serres qui couvrent l'horizon, travaillent des milliers d'ouvriers. Les petites mains de la tomate. Je retire les fleurs pour que la tomate ait de la place pour mûrir. Je gagne 9 € par jour. Et ça vous suffit? Ça va, avec l'aide de Dieu. Dans cette ferme, ces femmes cueillent les tomates à peine mûres, pour qu'elles puissent supporter les 15 jours de voyage qui les attendent. Les clients nous demandent qu'elles ne soient pas trop rouges. La grande majorité de ces tomates seront bientôt vendues sur les étals des supermarchés français. Chaque année, on exporte 30 000 tonnes de tomates. Et on va dire qu'on envoie environ 20 000 tonnes vers la France. La France et l'Europe sont les premiers destinataires des tomates marocaines. En 25 ans, les exportations vers l'Union européenne ont même été multipliées par 4. La production a explosé et aujourd'hui les serres recouvrent toute la région d'Agadir. Acteur majeur de ce grand bond en avant, le groupe franco-marocain Azura. Pour la première fois, le leader du secteur a autorisé des caméras à filmer cet immense entrepôt où travaillent 4000 personnes. Ces chaînes de tri seraient à la pointe de la technologie. Pour preuve, nous dit-on, cette machine qui traque le moindre défaut sur chaque tomate. La machine, il peut traiter jusqu'à 1 200 000 fruits par jour, donc ce qui est équivalent à une moyenne de 65 tonnes par jour. Et pour chaque fruit, il y a plusieurs photons, jusqu'à 8 photons par fruit, qui nous permet vraiment une précision. Ces machines permettraient de tirer encore les coûts de production vers le bas et de proposer des tomates toujours moins chères aux consommateurs. Comme ces boîtes vendues dans nos supermarchés 99 centimes d'euros, 2 à 3 fois moins chères que leurs concurrentes françaises. Quand on vous dit vous cassez le marché, vous n'êtes pas d'accord avec cette idée? Non, pas du tout. Mais par contre, on peut nous dire qu'on tient bon pour garder un bon prix vis-à-vis des consommateurs. Sincèrement, je ne comprends pas que ça agace notre développement. Je pense que, autant qu'opérateur économique et autant que pays, on a parfaitement le droit de se développer. Avec ces usines ultramodernes, l'industrie de la tomate marocaine affronte pourtant un péril à même de contrarier ses rêves de grandeur. L'eau manque peu à peu. Dans les fermes, on doit aller la puiser toujours plus profond. Là, on est à 140 mètres de profondeur. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique, mais surtout l'épuisement des nappes phréatiques par l'agriculture sont à l'origine du manque d'eau. Face à la pénurie, les producteurs les plus riches achètent de l'eau de mer dessalée. La famille Benelasri, elle, n'en a pas les moyens. Pendant des décennies, sur une quinzaine d'hectares de terre, elle a cultivé des fruits et des légumes. Les bananes. Tu te souviens des bananes qu'on faisait pousser là? Mais il y a 5 ans, privé d'irrigation, Abdullah Benelasri a choisi, comme plus d'une dizaine d'agriculteurs des environs, de mettre fin à l'exploitation familiale. Quand mon frère m'a dit j'arrête, j'ai dit non, c'est pas possible. Non, ça peut pas s'arrêter comme ça. J'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. D'ailleurs, je pense qu'il a dû le sentir. Bien sûr. On n'a rien à faire, on ne peut pas changer notre destin.
On cultivait tellement de légumes et maintenant, plus rien. On est au chômage. Par fierté, Abdullah Benelasri n'a pas souhaité rejoindre les cohortes d'ouvriers employés par les grandes fermes des environs. Sous les serres pourtant, la main-d'œuvre manque. Selon nos informations, plusieurs entreprises d'Agadir feraient même appel à des migrants illégaux originaires d'Afrique subsaharienne. Sur les réseaux sociaux, des vidéos montrent des Ivoiriens, des Sénégalais, des Guinéens travailler illégalement dans les fermes. On y trouve même des annonces pour des emplois. Nous avons besoin de 5 filles maintenant, 5 filles. Dans les faubourgs d'Agadir, nous rencontrons cet homme qui dénonce l'exploitation des migrants dans les fermes. C'est l'un des responsables d'une communauté subsaharienne sur place. Le dernier recensement, ils ont fait au niveau d'Agadir, il y avait à peu près 7000 migrants. C'est 90% qui travaillent dans les champs. Il nous propose d'aller à la rencontre de ces travailleurs migrants. Mais alors que nous roulons depuis quelques minutes, il reçoit un appel. Oui, allô? Pas grave, on est suivi, on connaît ça déjà. Nous sommes suivis par les services de sécurité marocains. 7 voitures au centre de l'image. Pourquoi les policiers ne veulent pas qu'on rencontre les gens? Ils ne veulent pas que vraiment ce qui se passe ici, c'est tout, c'est la migration, que le monde va savoir ça, les gens vont savoir. Le travail que les migrants sont en train de faire. Après quelques détours, nous rejoignons finalement cet appartement à l'abri des regards. Nous y attendent un homme et une femme. Sans titre de séjour ni contrat de travail, ils affirment récolter des légumes destinés aux marchés étrangers. N'est-ce pas ça, en Espagne et de l'Espagne, ça va dans tous les coins de l'Europe. Tous deux décrivent des conditions de travail très difficiles et disent avoir à épandre des pesticides, parfois à main nue. Souvent, on est malade. Tous les jours, on prend les produits. Et vous n'avez pas de masque? Non, on n'est pas protégé quand même. On est tout le temps exposé à ça. On part à 7 heures, pour d'autres à 6 heures. Et on finit à 14 heures pour un salaire de 70 dirhams. C'est un travail qui est épuisant. Ouais. Mais on le fait parce que nous sommes des migrants, on n'a pas le choix. Après notre tournage, nous avons tenté de contacter l'entreprise qui les emploie. Mais ni elle, ni l'association locale des producteurs n'ont répondu à nos sollicitations. Au Maroc, l'industrie de la tomate est un fleuron qui ne souhaite pas s'étendre sur certains de ses secrets de fabrication. Le Maroc est aussi traversé ces derniers jours par une mobilisation de la jeunesse. Des milliers de jeunes de cette génération Z descendent dans la rue tous les jours pour demander un meilleur avenir, plus d'argent pour les services publics et moins de corruption de leurs élites. Odile Longueval, Géraldine Chaliva. Leur colère, même les interpellations musclées ne parviennent pas à l'éteindre. Voilà 5 jours que la jeunesse marocaine crie son désespoir. Parfois, c'est en pleine interview que les manifestants sont emmenés par la police. Qu'importe même s'ils tiennent leur jeune enfant dans les bras. Des manifestations partout dans les grandes villes du pays et les mêmes slogans qui unissent. Le peuple veut la santé et l'éducation. Les jeunes réclament des écoles et des hôpitaux. Ce n'est pas impossible, c'est indispensable. Comment les autorités ne le comprennent-elles pas? Le mouvement se veut pacifique, mais il est émaillé d'affrontements avec les forces de l'ordre. Hier soir, 300 personnes ont été blessées dans le pays. À Oujda, on voit même des véhicules de police foncer à toute vitesse sur la foule. Les manifestants s'organisent sur les réseaux sociaux sous le nom Gen Z 212, référence à cette génération âgée de 20 à 30 ans, que l'on voit ici prendre un selfie après une interpellation. Ils se disent indépendants, sans meneur, et dénoncent tous la dégradation des services publics et la corruption. Tout commence il y a 2 semaines, devant cet hôpital d'Agadir, où 8 femmes sont mortes après avoir subi des césariennes. Symptôme d'un Maroc à 2 vitesses qui, d'un côté, affiche des stades flambant neufs pour la Coupe du Monde de football, mais de l'autre, est accusé de délaisser hôpitaux et écoles.
On veut pas de football. Si ça avait été bon pour nous, ça ferait longtemps que ça aurait profité à la jeunesse. Nous, on veut la santé. Nos parents souffrent. Dans un communiqué, le gouvernement dit être prêt à répondre de manière positive au mouvement. Pour autant, les autorités recensaient 400 interpellations hier. Étonnant Maroc, pays à la fois très ouvert, qui accueille des millions de touristes chaque année, mais pays où les tensions sociales, vous venez de le voir, les tensions politiques aussi bousculent la société. Ce sont nos 3 infos pour comprendre avec Valérie Lerouge et Serhan Ganzer. Le Maroc, un pays à 2 vitesses. D'un côté, il a su se moderniser pour attirer toujours plus d'investisseurs. De l'autre, les disparités sociales se creusent et les libertés individuelles restent limitées. Voici 3 infos pour comprendre. Depuis 10 ans, le Royaume vit une petite révolution économique. C'est notre première info. Il s'est doté d'un des plus grands ports au monde à Tanger, le premier en Méditerranée, d'une ligne TGV et d'un gigantesque parc solaire. Et le tourisme explose. 17 400 000 visiteurs l'an passé, en hausse de 20%. Le Maroc attire désormais plus que l'Égypte. Mais cela n'empêche pas d'énormes disparités sociales. C'est notre deuxième info. Le chômage dépasse 13% et plus d'un jeune sur 3 est sans emploi. Le Maroc est le pays le plus inégalitaire d'Afrique du Nord, selon l'ONG Oxfam. Et si on regarde l'indicateur qui prend en compte le niveau d'éducation, l'espérance de vie et l'accès aux soins, le Maroc se situe loin derrière la Tunisie et l'Algérie, selon des statistiques de l'ONU. Enfin, le Maroc reste un pays verrouillé. C'est notre 3e info. En matière de liberté de la presse, il se situe à la 120e place sur 180 selon le classement de Reporters sans frontières. Peu de place à la contestation, ceux qui critiquent le gouvernement sont emprisonnés ou intimidés. Selon les associations de droits de l'homme, la répression s'accentue depuis 2021 et l'élection de partis proches du palais, mais aussi pour faire taire la colère de la population face à la hausse du coût de la vie. Vous le savez sans doute, les relations jusque-là étaient très fraîches entre la France et le Maroc, mais elles se sont réchauffées cette dernière année. Conséquence, 10 milliards d'euros de contrats ont été signés entre les 2 pays et surtout, les entrepreneurs français s'installent massivement là-bas. Mais est-ce toujours aussi simple ? Regardez ce reportage de Benjamin Delombre et Chloé Cormery. Avec ses remparts qui donnent sur l'Atlantique, Essaouira est aujourd'hui une ville prisée des touristes européens et même américains. Mais Grégoire Aubron, lui, connaissait la ville avant qu'elle ne soit à la mode. Salut Othman. Plus de 15 ans que cet hôtelier français travaille ici. Ouais, ça va bien. Et toi ? Et à son arrivée, trouver des produits frais ou simplement acheter des légumes. Moi, je propose qu'on prenne 5 caisses des carottes, mais les petites. N'était pas vraiment une partie de plaisir. Clairement, surtout à Essaouira, qui n'est pas une très grande ville, oui, moi quand je suis arrivé, il y avait une petite supérette et ils débranchaient les frigos la nuit pour faire des économies d'électricité, donc c'était compliqué. Ces mésaventures semblent être de l'histoire ancienne désormais. Car ces dernières années, l'entrepreneur français a vu Essaouira, comme tout le Maroc, se moderniser à vitesse grand V. Les routes, mais aussi tout ce qui est la fibre optique, du réseau électrique avec du courant stable, de l'approvisionnement en eau. C'est quand même à la base des choses qui étaient un peu chaotiques il y a une vingtaine d'années et qui aujourd'hui se sont vraiment nettement améliorées. Une métamorphose qui pousse l'hôtelier à envisager l'ouverture d'un second établissement. C'est 2 bâtiments différents. C'est 2 bâtiments distincts. Et dans le Royaume, Grégoire Aubron est loin d'être le seul Français à vouloir faire fructifier ses affaires. Attiré par les marchés de la Coupe du Monde de football que le Maroc co-organisera en 2030 et rassuré par le réchauffement diplomatique entre Paris et Rabat, les entreprises tricolores investissent en masse dans le pays. 10 milliards d'euros de contrats signés l'an dernier pour de grands groupes comme Total Energy, Engie ou Alstom. Une lune de miel économique qui crée des vocations chez des entrepreneurs jusque-là installés dans l'Hexagone. Comme Franck Roguier, que nous rencontrons juste après un rendez-vous à la banque. Là, on va faire pour les cartes bleues. Là, on a finalisé l'ouverture du compte en banque. C'est un peu plus long qu'en France. Il y a beaucoup de papiers. Ce Français vient d'arriver au Maroc pour monter une filiale de sa société spécialisée dans la conception de pièces pour l'industrie. Pour l'instant, il n'a qu'un seul employé et est un peu perdu dans les méandres du monde économique marocain. Régulièrement, il a donc rendez-vous à la Chambre de commerce française au Maroc.
Comme lui, 3600 entreprises viennent y chercher des conseils pour participer à des appels d'offres. J'ai rajouté quelques entreprises qui pourraient justement utiliser vos produits. D'accord. Ou obtenir de l'aide pour démarcher des clients. Je devrais me débrouiller tout seul pour trouver le bon contact, je mettrais du temps. C'est un peu vos commerciaux en fait. Pratiquement, hein. C'est comme si j'avais un peu délocalisé la partie prospection. Pour réussir, les entrepreneurs français peuvent compter sur un autre allié de poids. L'État marocain. Exemption temporaire d'impôt sur les sociétés, subvention publique jusqu'à 30% de l'investissement global. Le Royaume fait tout pour attirer des capitaux étrangers. Et l'entreprise française qui l'a compris depuis longtemps, c'est Renault. Voici son immense usine de Tanger où sont fabriqués notamment des Dacia Sandero. Il y a 1325 voitures qui sortent chaque jour. C'est une des plus grandes usines du groupe. On est dans le top 3. Ces 10 dernières années, les échanges entre la France et le Maroc ont été multipliés par 2. Dans le Royaume, les entreprises françaises emploient désormais plus de 150 000 personnes. Et voilà pour ce grand format consacré ce soir au Maroc. En bref, on vient de l'apprendre à l'instant, la disparition de Jane Goodall à l'âge de 91 ans, ambassadrice des chimpanzés. La primatologue britannique était une icône des luttes environnementales. Elle a changé notre regard sur les grands singes grâce à ses recherches sur les chimpanzés en Tanzanie.